Voici une cible très lucrative. Nous verrons comment cela s'est produit dans le rapport de situation. Le 2 juin 2026, nous sommes dans la 5e année, et c'est le 100e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Je vous souhaite la bienvenue, je vous accueille pour le rapport de situation. Ma voix est encore un peu fatiguée, veuillez m'en excuser. Dans ce rapport, nous analyserons les points clés et des attaques notables, surtout sur la route de la vie. Nous allons également examiner les attaques contre Kiev que les Russes ont menées la nuit dernière. Nous vous transmettrons également les déclarations d'un soldat d'une unité Storm Sea, c'est-à-dire du groupe de prisonniers condamnés des Russes, et bien plus encore. Merci pour vos vœux de rétablissement dans les 2 derniers rapports. Cela compte beaucoup pour moi venant de la communauté. La Russie fait face désormais non seulement au problème du diesel et de l'essence, mais aussi à celui du kérosène. En langage courant, c'est le carburant pour avion. Fin mai, plusieurs grands aéroports, dont ceux de Saint-Pétersbourg, Yekaterinbourg et Oufa, n'ont parfois plus pu ravitailler normalement les avions. Et ici, nous parlons du trafic aérien civil. La situation semble être devenue grave, tellement grave que Moscou a désormais réagi. Et là, vous savez, ça commence vraiment à chauffer. Dès le 1er juin, l'exportation de kérosène est interdite jusqu'à fin novembre. La Russie exportait auparavant des dizaines de milliers de tonnes de kérosène chaque mois via les ports de la Baltique, de la mer Noire et par train vers l'Asie centrale. Cette décision résulte de divers problèmes. De nombreuses raffineries ont été endommagées ou détruites ces derniers mois par des attaques de drones ukrainiens ou partiellement arrêtées sur de longues périodes. Par ailleurs, la demande augmente sans cesse dans les secteurs civils et militaires. L'évolution des prix est particulièrement frappante. Alors que les prix du kérosène ont fortement augmenté dans le monde entier à cause de la situation au Moyen-Orient, ils flambent désormais aussi en Russie. Dans le même temps, le commerce à la bourse de l'énergie russe se tarit de plus en plus. Pour la Russie, c'est très gênant, car le kérosène n'est pas simplement une matière première quelconque. Le trafic aérien civil, les bases aériennes et les flottes de bombardiers stratégiques partagent la même chaîne d'approvisionnement. C'est précisément pour cette raison que Moscou essaie maintenant, apparemment, de freiner d'abord les exportations afin de maintenir la stabilité de son propre approvisionnement. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le gouvernement russe continue officiellement de ne parler d'aucune pénurie sérieuse, tout en introduisant en même temps des interdictions d'exportation et en augmentant massivement les subventions. On observe de plus en plus ce schéma. On nie d'abord le problème, puis on prend rapidement des mesures d'urgence pour le résoudre alors qu'il était censé ne pas exister. Durant la nuit, la raffinerie Ilski, dans la région de Krasnodar, a été attaquée. Les enregistrements montrent des tirs anti-aériens et plusieurs explosions lointaines. La raffinerie fait partie des installations de traitement les plus importantes du sud de la Russie et a déjà été la cible de plusieurs attaques ukrainiennes. Cette attaque fait partie d'une série de dommages récents aux raffineries russes, stations de pompage, dépôts de carburant et infrastructures énergétiques. Saratov, Kirov et Krasnodar figurent parmi les cibles majeures touchées dans ces secteurs. Ce qui est également très intéressant, c'est que du côté russe, on a longtemps essayé de protéger les installations importantes avec des filets, afin que les drones atterrissent dans le filet et n'explosent pas directement sur l'installation. Du côté russe, il a maintenant été recommandé, voire ordonné, dans certaines régions de retirer à nouveau ces filets, car ils ne sont pas ignifugés et commencent à brûler lorsqu'un drone explose à cet endroit. On devrait pouvoir se protéger par d'autres mesures techniques contre l'incendie, mais elles ne sont pas précisées. Ce n'est qu'une recommandation. Pendant ce temps, la Russie a encore attaqué Kiev. Les autorités ukrainiennes signalent au moins 14 blessés. Des logements, un centre médical, un service et de nombreux véhicules ont été endommagés. Le contraste ne pourrait guère être plus grand. D'un côté, nous voyons des attaques contre des raffineries, des stations de pompage de pétrole et des infrastructures d'importance militaire. Des drones et missiles russes frappent de nouveau des immeubles résidentiels et autres cibles civiles dans la capitale ukrainienne. Moscou évoque souvent des frappes contre des cibles militaires, mais les images montrent encore autre chose. Les nouveaux chiffres de l'armée de l'air ukrainienne illustrent à nouveau l'ampleur des attaques aériennes russes. Au total, 729 cibles aériennes ont été signalées, dont 642 ont pu être interceptées selon les autorités ukrainiennes. Le bilan des missiles Zircon est frappant. La Russie en a utilisé 8 hypersoniques. Aucun n'a été intercepté. Les 8 ont tous percé la défense aérienne ukrainienne. Sur 33 missiles, Iskander M11 ont été interceptés, montrant un manque de missiles intercepteurs, Patriot. L'interception des missiles de croisière a été bien meilleure. 26 sur 27, Constantin ainsi que 3 sur 5 missiles calibre ont été abattus. Ici, les Ukrainiens ont l'avantage de pouvoir intercepter ces missiles, notamment grâce à des avions, mais aussi parfois avec des manpads.
Le taux de réussite était aussi très élevé pour les drones, avec 602 interceptés. Cependant, les heures d'impact révèlent la forte pression subie par la défense aérienne ukrainienne. La Zircon demeure problématique. Initialement conçu comme missile anti-navire, il vole aujourd'hui à vitesse supersonique. Selon le point de lancement, les Ukrainiens disposent parfois de seulement quelques minutes pour réagir, rendant ces missiles l'une des menaces les plus redoutables pour la défense aérienne ukrainienne. Certes, les systèmes Patriot pourraient en principe intercepter les missiles Zircon, mais en pratique, cela dépend de la disponibilité des coûteux missiles intercepteurs PAC-3. C'est justement là l'un des grands problèmes de l'Ukraine. Alors que la Russie continue de produire ces missiles et pourrait, selon les estimations, en posséder désormais environ 200, les missiles intercepteurs Patriot restent rares. Les statistiques actuelles le montrent très clairement. Pour les missiles Kh-101 et les drones, l'Ukraine maintient de bons taux d'interception. Mais aucun missile Zircon n'est tombé du ciel aujourd'hui, sauf, bien sûr, quand il atteignait sa cible. Cela fait malheureusement de cette arme l'un des éléments les plus dangereux de l'arsenal russe. Des chauffeurs routiers russes façon airsoft ont été piégés dans une embuscade présumée sur une route d'approvisionnement clé. Devant eux, un véhicule a pris feu et bloqué la route. Derrière, mais à quelques centaines de mètres, il s'est passé la même chose. Les véhicules pris entre les deux sont maintenant piégés dans un étroit couloir et ne peuvent vraiment pas s'échapper. Ils sont désormais des cibles idéales pour d'autres drones, surtout s'ils transportent une cargaison intéressante. Ici, ce sont souvent des camions-citernes ou militaires qui sont attaqués. Les sanctions cinétiques ont tout de même eu un effet, car de nombreux camions s'entassent près du pont de Kertch attendant de traverser. Les chauffeurs espèrent ainsi voyager en ferry. Le pont lui-même reste apparemment fermé pour eux en ce moment. Depuis que les Ukrainiens ont fait exploser un camion rempli d'explosifs cachés sur le pont au début de l'invasion, les Russes sont extrêmement prudents ici lorsqu'il s'agit de transport de marchandises dangereuses. Mais soyons honnêtes, autant de camions-citernes, alignés les uns à côté des autres, rassemblés au même endroit, ça fait quand même une cible incroyablement facile. Ça ne m'étonnerait pas, si le prochain drone venait à s'y engouffrer. Alors, pendant qu'on attend de pouvoir transférer le carburant vers la Crimée, on attend en Crimée de pouvoir enfin voir les pompes à essence de la station-service, parce que la crise du carburant en Crimée ne fait que s'aggraver. De nouvelles images de Stary Krim près de Féodosia montrent que les problèmes ne se limitent plus à quelques villes ou stations-service. Le blocus logistique touche de plus en plus de grandes parties de la péninsule, tandis qu'à Sébastopol, de longues files d'attente se sont déjà formées devant les stations-service et que le carburant n'est parfois disponible que sous certaines restrictions. Alors que le carburant est distribué sous restriction, d'autres localités signalent désormais des problèmes d'approvisionnement. La situation s'aggrave visiblement de semaine en semaine. Ce qui est particulièrement problématique, c'est que plusieurs facteurs se conjuguent en même temps. Des attaques contre les dépôts, raffineries et transports de carburant, des problèmes sur le corridor terrestre, ainsi que des difficultés de transport par pont, train et ferries. Pour les habitants de la Crimée, la guerre devient plus perceptible au quotidien. Ce qui paraissait une perturbation isolée il y a quelques mois évolue désormais en un problème d'approvisionnement sur toute la péninsule. Qui se plaint le plus à ce sujet? Les soldats? Les habitants? Non, bien sûr, ce sont juste des touristes stupides. C'est tellement incroyablement stupide ce que je vois ici que ça me fait presque mal de le lire à voix haute. Alors imaginez que vous partez en vacances. Dans une région qui, comme on le sait, est attaquée par des drones depuis des années, alors que depuis des mois, un dépôt de carburant après l'autre explose. Quelqu'un est indigné du manque d'essence et de ne pas pouvoir profiter de ses vacances avec 3 enfants. Il n'y a pas d'essence et quand on en trouve, c'est uniquement avec des coupons ou cartes de carburant qu'ils n'ont pas et qui ne sont pas vendus. Voici le plus drôle. Ils se plaignent qu'il n'y a pas de service de base pour les touristes. Pourquoi n'y a-t-il pas de service de base pour les touristes? Que sommes-nous censés faire avec 3 enfants? Marcher? Pourquoi personne ne pense-t-il aux touristes? Voilà le texte. C'est tellement incroyablement stupide. C'est leur faute s'ils vont en vacances en Crimée alors qu'il y a la guerre. Deuxièmement, l'armée passe toujours en premier, puis les habitants, ensuite à peu près tout le monde, et tout au bout de cette chaîne, on se retrouve en tant que touriste. Normalement, les Russes, et je dois bien l'admettre, sont extrêmement créatifs. Peu importe le sujet, ils font toujours preuve d'une grande improvisation, et cela se voit aussi tout le long du front. Nous avons vu tellement de choses où je me suis dit que c'était un bricolage incroyable que je n'aurais pas attendu d'autre de cette façon. Je proposerais simplement de confier un des enfants à l'armée, il lui en resterait encore 2, et ainsi il recevrait de l'argent et peut-être le privilège de faire le plein avant les autres personnes. En plus, la voiture consomme moins d'essence sur le chemin du retour avec un enfant en moins et l'État russe a un soldat de plus. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Un ancien soldat de l'unité pénale russe Storm Sea fait actuellement sensation dans le camp patriotique russe. Daniel Touliankov estime que la Russie a raté l'occasion d'utiliser le groupe de répression dans un conflit gelé et que la situation pour Moscou pourrait continuer à se détériorer dans les mois à venir. Selon lui, les attaques ukrainiennes à longue portée et les nouvelles technologies vont désormais intensifier la pression sur la Russie. À tel point que, tôt ou tard, même des demandes de retrait aux frontières de 1991 ne seraient non plus impensables. Il écrit littéralement que cette prochaine phase de véritable négociation serait celle où les frontières de 1991 et bien d'autres choses qui paraissent aujourd'hui encore absurdes pourraient être discutées tout à fait normalement. Sa conclusion est particulièrement remarquable. Toulenkov pense que la Russie ne pourra échapper à la guerre que lorsque la société acceptera qu'un retrait complet du territoire ukrainien soit inévitable. Ce qui est intéressant, ce n'était même pas de savoir s'il a raison ou non. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. En effet, il ne vient pas du camp libéral ou de l'opposition, mais il a lui-même combattu dans l'une des unités Storm Sea les plus tristement célèbres. Ces déclarations proviennent donc d'un milieu ayant longtemps combattu en première ligne dans des conditions très difficiles. Ils connaissent la réalité de la guerre mieux que presque n'importe qui d'autre du côté russe. Il y a 2 ou 3 ans, les prévisions sur de futures conquêtes de territoires ukrainiens y dominaient encore. Aujourd'hui, certains représentants du même camp discutent grosso déjà de la possibilité que la Russie puisse un jour rêver elle-même de la paix aux frontières de 1991. Ce débat évolutif est remarquable. On observe ici une évolution. Au départ, on affirmait qu'il était possible de gagner la guerre en 3 jours. Ensuite, on a pensé peut-être que cette guerre sera gagnée en 2024. Ce ne fut pas le cas. Alors peut-être en 2025, mais non plus. Le Donbass n'a toujours pas été conquis. Et ainsi de suite. Pendant ce temps, la Russie s'en tient toujours à ses exigences maximales. Et à un moment donné, les Ukrainiens, surtout s'ils continuent comme ça, mettront les Russes tellement sous pression, surtout sur le plan logistique, que les Ukrainiens pourront eux-mêmes dire « Attention, maintenant, nous aussi, nous avons des exigences. Et nous n'allons pas seulement céder à vos exigences. Nous avons aussi des revendications maintenant. » Et dans ce cas, on pourrait même, si cela continue ainsi et que rien n'est fait du côté russe, exiger un jour les anciennes frontières de 1991, et ce, comme exigence maximale. De sorte qu'on pourrait à nouveau se retrouver quelque part au milieu. Et c'est ce que l'on veut dire par là. Pour cela, Vladimir Poutine semble devoir faire preuve d'une créativité croissante dans le financement de sa guerre. Selon le portail Budget électronique, après une rencontre avec des oligarques russes, seulement environ 222 milliards de roubles sont versés comme dons volontaires à des programmes liés à la guerre. Cela équivaut à moins de 2,5 milliards d'euros. C'est une somme remarquable en comparaison avec l'ensemble de l'année, où environ 1,7 milliard de roubles étaient initialement prévus pour de tels dons volontaires. Mais les recettes réelles dépassent de loin les attentes. Le déclencheur aurait été une réunion à huis clos le 26 le 10 mars. Là-bas, Poutine a informé les principaux chefs d'entreprise de son intention de poursuivre la guerre et a également clairement indiqué qu'un soutien supplémentaire relancerait l'économie. Cela rappelle un peu l'ancienne tradition russe du volontariat forcé. Officiellement, personne ne fait de dons sous la contrainte, mais officieusement, on reçoit un appel du Kremlin, on s'y rend, et on comprend très vite ce qu'on attend de vous. Après tout, 220 milliards de roubles ne tombent pas du ciel simplement parce que, soudainement, tous les oligarques découvrent en même temps leur générosité envers le Kremlin. On dirait que Poutine a passé le chapeau et, étonnamment, tout le monde voulait y contribuer. Je remercie donc tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'AELGOL Crew. Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Rennecke, Fred Joe Meyerhofer s'en est souvenu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires et à la prochaine mise à jour de la situation.